Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer la loi de Faraday à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Pour cela, nous allons nous intéresser à un circuit électrique qui sera fermé ou quasiment fermé entre deux points A et B. Donc on aurait un point A ici, un circuit électrique filiforme, donc délimité par un fil, une ligne, qui irait d'un point A à un point B. Alors, ce circuit en fait décrit un contour que nous allons représenter par le vecteur élémentaire dl, et avec la règle de la main droite, nous orientons la surface ainsi définie par un vecteur normal élémentaire ds. Alors typiquement, cette portion de circuit peut représenter une spire, donc un enroulement de fil, et quand on mettra plusieurs spires ensemble, ça pourra aussi former une bobine, un solénoïde. Donc nous allons montrer qu'entre A et B, sous certaines conditions, peut apparaître une force électromotrice, et ce grâce à la loi de Maxwell-Faraday. Alors la loi de Maxwell-Faraday, telle que nous l'avons apprise, s'exprime comme le rotationnel de E, qui est égal à l'opposé de la dérivée partielle du champ magnétique B par rapport au temps. Et nous voulons intégrer cette équation locale sur tout le circuit électrique. Alors pour intégrer un rotationnel sur une surface, donc c'est la surface définie par le circuit électrique. Donc si on redessine un autre circuit ici entre A et B, c'est donc sur cette surface-là que nous intégrons l'équation de Maxwell-Faraday. Eh bien nous intégrons à gauche et à droite sur cette même surface. Et grâce au théorème de Stokes, nous pouvons transformer l'intégrale double du rotationnel sur une surface comme une intégrale de E scalaire dl. Donc ds était le vecteur qui représente la surface et dl le vecteur qui oriente le contour, comme défini précédemment. Et bien l'intégrale fermée de E scalaire dl sera donc égale au second membre. Alors dans ce second membre, on peut montrer qu'il est possible d'intervertir la dérivée par rapport au temps et l'intégrale. C'est une propriété mathématique que nous admettons. Donc nous pouvons sortir la dérivée partielle par rapport au temps et laisser l'intégrale sur la surface de BDS, ce qui est le flux de B à travers S, donc à travers le circuit. Ce qu'on peut encore écrire moins d de phi de B sur dt. Et comme le flux de B, a priori, ne dépend que du temps, on peut transformer la dérivée ronde en dérivée droite. Alors voici cette première étape de la démonstration. Et ensuite, on remarque que cette intégrale de E scalaire dl, c'est par définition l'intégrale entre A et B de E scalaire dl, ce qu'on appelle la force électromotrice induite entre A et B. Et donc, au final, l'équation macroscopique associée à l'équation locale de Faraday, qui est ρ2 égale moins dB sur dt, est ce qu'on appelle la loi de Faraday, qui est que l'intégrale sur le circuit, donc entre deux points A et B du circuit de E scalaire dl, ce qu'on appelle la force électromotrice EAB. Alors, on note EAB, mais en général, on note tout simplement E, la force électromotrice induite, est égale à l'opposé, la variation du flux de B par rapport au temps, à travers le circuit. Donc, ce terme est la force électromotrice induite, notée aussi Fm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien considérons donc une portion de circuit
Donc voilà, qui va de A à B, qui fait des enroulements. Pour l'instant, c'est du fil. Et donc, c'est du fil, et potentiellement, on s'autorise à mettre une tension U entre ces deux fils. Considérons ça. Et bien jusqu'à présent, nous savions que une portion de fil métallique possédait une certaine résistance. Et donc nous aurions modélisé notre circuit par ce schéma équivalent. Mais nous savons maintenant en plus qu'entre A et B peut apparaître une force électromotrice supplémentaire, E, que je dessine ici, qui devra par habitude toujours être remise en convention générateur, c'est-à-dire que E et I doivent être dans le même sens. Et on pourra écrire ce schéma équivalent systématiquement, dans lequel apparaît une force électromotrice due à la variation du flux du champ B. Donc pour que cet FM existe, il faut que dans le circuit, il y ait par exemple un champ magnétique qui traverse ce circuit, dont le flux en plus est variable dans le temps. Puisque E, nous l'avons vu, c'est moins la dérivée du flux de B par rapport au temps. Ce qui permet d'écrire une relation connue sous le nom de loi d'Ohm généralisée, qui U égale RI moins E associé à ce schéma électrique.